Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces des aventuriers héroïques du XVIe siècle. Les conquistadors sont devenus les acteurs d'une épopée de découverte et de conquête, inaugurant les empires portugais et espagnols. Vous voulez en savoir plus sur les conquistadors? Venez avec moi. Il n'y a rien en réalité qui ressemble à une organisation de la conquête. Ce que l'on peut constater dans les sources contemporaines, c'est l'émergence progressive chez les Européens de la conscience qu'ils se trouvaient avec la découverte du continent américain face à quelque chose de radicalement nouveau qui exigeait des modes d'organisation particuliers, lesquels à leur tour allaient devoir être adaptés à l'évolution des circonstances et des besoins. Ce n'est qu'après que Christophe Colomb eut atteint certaines îles des Bahamas en octobre 1492, événement qui conduit à d'intrigantes découvertes dans les Caraïbes, notamment Cuba et Haïti, rebaptisées Fernandina et Hispaniola, qu'Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon se mirent à penser en termes de ce que nous avons fini par appeler conquête, mais qui dans leur esprit fut toujours conçu comme établissement et évangélisation. Au retour de ce premier voyage du Génois, financé de façon très insuffisante et principalement privée, le soutien royal commence donc à se manifester sérieusement. Christophe Colomb n'avait-il pas rapporté la preuve qu'on trouvait là-bas de l'or, des perles et des épices, ainsi que de véritables nouveautés comme l'ananas, les piments, les hamacs, et un groupe d'Indiens nommé ainsi en dessein par celui qui pensait avoir atteint les Indes. Les premières impressions de ce qu'on appellera plus tard l'Amérique baignent inévitablement dans un contexte asiatique. Christophe Colomb restera en effet convaincu jusqu'à sa mort en 1506 que ce qu'il avait découvert se trouvait en Asie et que Cuba était une péninsule de la Chine. Grâce au soutien royal, les explorateurs et les colons européens allaient bientôt pouvoir entrer en contact avec les populations chrétiennes de ce continent bien connu de l'imaginaire européen depuis les premières expéditions en Mongolie, des frères franciscains et dominicains au XIIIe siècle, et avec Marco Polo. À leur tour, ceux-ci avaient alimenté les légendes sur les chrétiens d'Orient, au premier rang desquels celui du prêtre Jean, désireux d'aider l'Europe croisée dans sa tâche de reconquérir la Terre Sainte pour la chrétienté. C'est dans cet esprit incontestablement médiéval que les premiers contacts avec les terres nouvellement découvertes furent conçus et organisés. On pensait que leurs habitants soit avaient été évangélisés dans le passé et n'avaient donc pas besoin d'un rappel de leur véritable origine, soit étaient disposés à accepter leur intégration dans la chrétienté, afin de contribuer à la conversion des non-chrétiens et à la conquête si convoitée de Jérusalem. Ils furent donc dès le début considérés comme des vassaux à part entière des monarques catholiques, et plus important encore, des individus libres. L'idée d'une conquête ne voit le jour que bien plus tard, lorsque Hernán Cortés, dans un acte clair de désobéissance à son supérieur immédiat Diego Velázquez, gouverneur de Cuba, remporte une victoire sur l'Empire aztèque du centre du Mexique en 1521, faisant ainsi voir le Nouveau Monde comme l'étonnante nouveauté qu'il était réellement. Le profil des premiers explorateurs et colons ne peut s'expliquer que dans le contexte des dernières années de la Reconquista, le mouvement de reprise de possession progressive des terres sous occupation islamique depuis le 8e siècle, qui culmine avec la reddition définitive de la dernière enclave islamique d'Espagne, le royaume de Grenade, en janvier 1492. Près de Grenade, la ville de Santa Fe fut construite à la hâte par Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon dans les jours précédant la chute du royaume islamique. On y trouve une église du XVIe siècle, Santa Maria de la Encarnación, dont l'entrée principale est ornée d'une sculpture représentant une lance accompagnée des mots Ave Maria. Elle a été sculptée à la mémoire d'un chevalier connu sous le nom de El de las Anzanas, l'homme des actions vaillantes. L'année précédente, la conquête, il est entré dans Grenade et avait épinglé avec son propre poignard un parchemin portant ces mots d'Ave Maria. Ce chevalier n'était que l'un des nombreux chefs de guerre de Grenade qui captivent l'imaginaire croisé des chevaliers dans toute l'Espagne et au-delà. Le mouvement imprégna la masse hétérogène de la population castillane d'une détermination et d'un esprit de corps sans précédent,
Qui aurait cru, s'exclamait l'aumônier humaniste de la reine et du roi, l'historien italien Pierre Martyr d'Angieria, que des Asturiens, des Galiciens, des Basques, des Cantabriques, des hommes habitués à des actes d'une violence atroce et à des bagarres domestiques provoquées par le plus sot prétexte, allaient se mêler tout à fait amicalement, non seulement entre eux, mais aussi avec les Tolédans et les Andalous, capricieux et jaloux, et vivre ensemble en harmonie comme les membres d'une même famille, parlant une seule langue et consentant à une discipline commune. Cette discipline fut manifeste dans les phases finales de la guerre, qui fut avant tout une guerre de siège, permettant aux Castillans de se démarquer par une capacité notoire à endurer chaleur et froid extrême. Le triomphe final suscite également le sentiment exaltant de bénéficier de la faveur divine. Désormais joint à la conviction profonde que le royaume de Castille s'est vu confier la mission de protéger la chrétienté de la menace croissante de l'islam. Ce sentiment donna un nouvel élan à la quête d'aventure puisée dans les romans chevaleresques prisés à la cour et par un public de plus en plus alphabétisé, chez qui la lecture devenait plus une habitude de loisir qu'une activité savante. Ce long récit d'exploits inouïs, de héros chevaleresques dans des terres exotiques et enchantées, présentait au lecteur une nouvelle vision de l'existence dans laquelle la vertu et la passion acquéraient un caractère transcendant. Ils exerçaient une profonde influence sur l'éthique et les idéaux de l'époque, mais ils furent aussi le reflet d'une société dont les tensions manifestement étrangères à l'esprit moderne, notamment l'opinion souvent citée des conquistadors potentiels qu'ils iraient dans le Nouveau Monde pour servir Dieu, le roi et s'enrichir, étaient facilement conciliées. Dès le début, collaboration et résistance caractérisent la conquête à part presque égale. Les Européens avaient besoin des peuples autochtones pour leur subsistance, leur travail et leur connaissance du terrain, notamment pour savoir où trouver l'or et les autres sources de richesse. De leur côté, les indigènes étaient intrigués par les nouveaux venus qui leur semblaient étranges et puissants, et ils savaient très bien qu'il relevait de la prudence élémentaire de ne pas les contrarier. Beaucoup d'entre eux voulaient en outre profiter de l'influence déstabilisatrice des conquérants pour exprimer leurs griefs contre d'autres peuples autochtones. Ainsi, Christophe Colomb découvre-t-il, lors de son deuxième voyage en 1493, qu'un groupe d'Espagnols qu'il avait laissé au nord d'Hispaniola l'année précédente avait été massacré par l'un des rivaux d'un chef local avec lequel il s'était lié d'amitié. Il apparut bientôt que les malheureux Espagnols étaient loin d'avoir été irréprochables. Ils étaient constamment disputés entre eux, ils avaient organisé des razzias pour voler de l'or et des femmes aux habitants locaux. Christophe Colomb commence dès lors à maltraiter et à servir les indigènes, avec l'argument qu'ils étaient des rebelles et avaient été capturés dans une guerre juste. Une lutte brutale s'ensuit au terme de laquelle Christophe Colomb et ses alliés indigènes infligent une défaite complète aux prétendus rebelles. Le schéma se répète avec une régularité prévisible. Hernán Cortés, par exemple, eut la satisfaction de trouver les habitants de l'île de Cozumel, au nord du Yucatan, pacifiques et même prêts à devenir chrétiens. Cependant, lorsqu'il longe la côte du golfe du Mexique en 1519, il rencontre une résistance plus déterminée, surtout lorsqu'il exige des quantités déraisonnables de nourriture. Après quelques escarmouches dont les Espagnols sortent triomphants grâce à leurs chevaux et leurs armures d'acier, les indigènes se montrent plus disposés à négocier. Il ne fallut pas longtemps avant que Cortés ne commence à se rendre compte que la puissance dominante de la région, les Aztèques, mais qui n'était que l'un des nombreux groupes composant la Triple Alliance, faisait l'objet d'un profond ressentiment. Il entame alors une politique de diviser pour régner, qui le place bientôt à l'avant-garde d'une immense suite d'alliés indigènes, sans lesquels la conquête en 1521 de la capitale à Tenochtitlan, une ville construite pour la guerre et qui par sa taille n'avait que peu ou pas de rivaux en Europe, aurait été impossible. De la même façon, lorsque Francisco Pizarro atteint le Pérou vers 1530, il trouve une terre dévastée par une guerre civile qui avait laissé l'Empire Inca faible et divisé. La perte d'une autorité centrale donna l'avantage aux conquistadors. Ils nouent une série d'alliances avec des tribus locales qui leur permettent de mettre la main sur l'ancien Empire Inca.
Le processus fut plus long et plus brutal que celui de Cortés qui avait réussi au Mexique. Le terrain difficile, les barrières culturelles et linguistiques plus hautes et les divisions entre les Espagnols eux-mêmes qui débouchent sur une violente guerre civile font naître des mouvements de résistance menaçantes pour le pouvoir espagnol. Mais il était possible de s'attirer la loyauté des autochtones par compensation de ces déséquilibres. Dans les années 1570, les Espagnols avaient le contrôle incontesté de toute la région. L'acier, les armes à feu, les chevaux et la capacité à former des alliances avec les groupes indigènes sont souvent cités comme les principales raisons du succès de la conquête. Plus récemment, une attention particulière a été accordée à l'effet dévastateur des épidémies et à la propagation d'agents pathogènes contre lesquels les sociétés indigènes n'étaient pas immunisées. Tous ces facteurs ont eu une incidence sur le résultat final, mais aucun d'entre eux ne peut être identifié comme la cause définitive. La variété des circonstances qui caractérisaient une zone géographique aussi vaste a conduit en outre à un résultat très contrasté. L'acier et les chevaux se révèlent toujours efficaces dans les petites escarmouches, mais les peuples autochtones apprirent rapidement à les éviter. Les armes à feu furent un atout dans le cadre de tactiques visant à effrayer, mais guère au combat, compte tenu du temps nécessaire à les préparer. Rien de tout cela n'était de façon d'une quelconque efficacité lorsqu'il s'agissait d'affronter des armées indigènes bien organisées. Leur simple nombre aurait suffi à écraser les conquistadors. Cela fut vrai même quand Hernán Cortés eut atteint pour la première fois la ville de Tenochtitlan en novembre 1519. Il était évident que la ville avait été bâtie pour la défense. Les différents tronçons de la chaussée étaient ponctués de ponts faits de poutres amovibles en bois, soi-disant utilisés pour permettre aux canoës de passer d'un côté à l'autre du lac. Ils avaient une évidente fonction défensive, comme on en aurait la preuve avec la défaite écrasante des hommes de Cortés le 30 juin 1520, lors de la Noche Triste, où quelques 600 Espagnols et des milliers d'indigènes alliés furent massacrés. Après cet événement, la plupart des gens auraient abandonné, mais Cortés comptait désormais sur une indispensable connaissance du terrain qu'il met bientôt à profit. Pendant son séjour à Tenochtitlan, il avait remarqué quelques faiblesses évidentes. La ville était dépendante des denrées alimentaires importées et devait composer avec une pénurie chronique de bois et de combustible. Les cités-États environnantes guettaient l'occasion de renverser une pyramide aussi fragile. Cortés n'hésite pas. Il prend le contrôle de Tepaca, une forteresse située au sommet d'une montagne dominant les meilleures routes vers la côte du Golfe. Une fois aux commandes de toute la région, il allait pouvoir lancer la guerre d'usure implacable qui ferait tomber le puissant empire aztèque. Il se sert ensuite de structures politiques de tout le Mexique central, tout comme les Aztèques les avaient utilisées avant lui, tout en s'offrant le luxe de faire preuve d'une grande magnanimité envers ses nouveaux alliés. Les zones moins centralisées et urbanisées étaient beaucoup plus difficiles à contrôler. Loin des 2 années nécessaires à Cortés pour soumettre Tenochtitlan et ses environs, il faudrait plusieurs décennies à Francisco de Montejo pour commencer à contrôler l'ensemble du Yucatan. La raison principale était l'absence d'une structure globale susceptible d'être ciblée. La péninsule abritait au moins 16 provinces autochtones et autonomes dont chacune devait être conquise séparément. De plus, le terrain accidenté des épaisses forêts de brousse était totalement inadapté aux chevaux et au type de combat que favorisait l'armement espagnol. Il en fut de même pour l'ensemble du monde maya, où la conquête devint un processus long et fatigant, souvent mené presque exclusivement par des chefs indigènes. L'autre conquête majeure, celle du Pérou, bénéficia de la conjonction d'une très récente guerre civile, à la fois amère et traumatisante, et de la diffusion d'agents pathogènes européens, qui entraînent une grande mortalité. Francisco Pizarro et ses alliés se sentent relativement libres de piller les richesses des principales villes de l'Empire Inca, et prennent sa capitale, Cusco, et les villes du nord, Quinto et Tumimpampa, avec une relative facilité. Contrairement à Cortés, Pizarro manque cependant la ruse politique nécessaire pour conserver la loyauté de ses alliés
et ne trouvent pas les structures politiques bien établies que Cortés avait remplacées si facilement. Il en résulte une guerre civile longue et traumatisante qui facilite une résistance indigène obstinée jusque dans les années 1570. Impossible de prétendre que l'effet de la conquête espagnole sur les populations indigènes d'Amérique a été bénéfique. La seule chute de leur nombre suffit à faire de l'épisode l'une des tragédies les plus dramatiques de l'histoire. Pour autant, le reproche qui est souvent adressé aux conquistadors et par extension à l'Espagne elle-même, avec l'idée que cette tragédie résultait d'une intention préméditée, n'est pas seulement trompeur, mais fondamentalement malhonnête. Pour commencer, jusqu'à la conquête du Mexique et du Pérou, ni les conquistadors ni la couronne espagnole n'avaient la moindre idée du caractère nouveau du soi-disant Nouveau Monde. Et même avant cela, nous disposons de nombreuses preuves de mesures législatives adoptées dès les premières étapes du contact, qui indiquent le souci sincère de la couronne du bien-être des autochtones. Peu de gens se souviennent du témoignage d'Alexander von Humboldt, l'extraordinaire savant allemand qui parcourt l'Amérique espagnole au XIXe siècle. Dans un essai sur la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne, il surprit ses lecteurs européens en évoquant un royaume prospère dont la capitale, Mexico, qui faisait plus de 10 fois la taille de Philadelphie, Boston ou New York, était orné de bâtiments dignes de Rome ou Naples, et abritait d'innombrables intellectuels qui louaient pour leur contribution novatrice à la science. Son économie florissante la destinait à devenir un acteur mondial majeur. Il ne faisait aucun doute dans l'esprit de Humboldt que la Nouvelle-Espagne était le centre des Lumières dans le Nouveau Monde. En revanche, l'une des enquêtes récentes les plus influentes sur les raisons pour lesquelles les nations échouèrent commence par une description de la ville de Nogales, située à la frontière entre l'État mexicain de Sonora et l'État américain de l'Arizona. Alors que la Nogales d'Arizona est prospère, la Nogales de Sonora est pauvre. Mais alors pourquoi ? Parce que la Nogales d'Arizona est bénéficiée d'un système pluraliste et démocratique, tandis que la Nogales de Sonora ploie toujours sur les conditions établies par les conquistadors qui imposent leur autorité à des peuples autochtones, victimes depuis lors de la violence et de l'exploitation. Cet argument suit la vision toujours influencée et propagée par les histoires nationalistes du XIXe siècle, qui ont toutes condamné la conquête espagnole, coupable de 300 ans d'oppression obscurantiste. La réalité en fait que les conditions de la Nogales de Sonora, comme celles du reste de l'Amérique latine moderne, découlent des réformes libérales mises en œuvre au XIXe siècle par les gouvernements républicains. Ces réformes abolissent les mesures législatives qui étaient parvenues à créer le climat moral, par quoi la couronne espagnole avait garanti le droit des peuples autochtones à se battre pour leurs privilèges locaux jusqu'au sommet du système judiciaire. L'abolition de ce système au profit des droits de l'homme universels et abstraits laisse au contraire les communautés indigènes latino-américaines sans aucune défense face aux spéculateurs, pour qui l'argent était le seul critère, pour qu'ils ne pouvaient plus faire appel aux droits et privilèges indigènes que les législateurs des Habsbourg avaient tenu à défendre et à protéger. Comme on l'a vu, les conquistadors est un terme espagnol et portugais, qui signifie en français conquérant. Ils sont des explorateurs et généralement les chefs d'expédition et leurs soldats qui ont exploré puis conquis le Nouveau Monde au XVe et XVIe siècle. Pour la couronne de Castille, pour l'Empire portugais, participant directement à la conquête de l'Amérique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.